Bon, bonjour à toutes et tous, bienvenue ici. Donc Ludovic avec un I, Laurent avec un T. Donc voilà, c'est fait. Ça évitera de l'avoir dans 5 minutes. Voilà, nickel. Donc on va faire un petit tour sur changement de version 7.4, 7.5 vers la 7.6 et comment pas se tromper. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a sorti la 7.6 cette année, donc au mois d'avril. C'était pas un poisson, c'était vraiment une vraie sortie. Et que le focus de la 7.6, c'est la sécurité. Pendant 20 ans, on n'a pas fait de sécurité sur l'IBMI, il n'y avait pas besoin. Puis on s'est dit un jour, on va faire de la sécurité parce que ça peut être pas mal. Mais sauf qu'on a oublié qu'avant, on avait des versions qui ne faisaient pas de sécurité. Donc du coup, quand on fait de la changement de version, 7.4, 7.5 vers 7.6, ça peut poser des problèmes. Donc avec mon ami Ludo, on s'est dit, ça peut être l'occasion de creuser un peu le sujet. Et surtout, remettre dans l'esprit que la sécurité, c'est important et qu'il y a certaines lectures qu'il faudra faire pour changer de version. Du coup, une petite introduction, ça c'est hyper important. Pour les versions, préparation et recommandations, fonction supprimée en 7.6, ça c'est hyper important à lire, à savoir, post-migration, niveau de sécurité, nouveauté 7.6, effectivement, la sécurité, c'est très orienté sécurité. Pour la petite histoire, j'ai testé l'ASP encrypté sur une 7.6. Pas de problème de temps de réponse, ça répond vite, c'est crypté. Ça fait partie des nouveautés de sécurité, mais on en parlera. Question, nouveauté 7.6, autre évolution, question-réponse. On y va pour l'introduction. On parle de 7.4, 7.6, 7.5, 7.6. Là, on remet en fait le cheminement 7.4, 7.5, 7.6, les nouveautés. Mais c'est juste pour vous dire que si vous passez sur un P11, vous avez la 7.4, la 7.5, la 7.6. Pas de 7.3, pas de 7.2, et les autres, j'en parle pas. Donc, il faut bien prendre en compte aujourd'hui qu'avec les nouveaux Power, 11, c'est 7.4, 7.5, 7.6. Et je rappelle que du coup, on a annoncé quand même la fin de commercialisation de la 7.4 pour le 30 avril 2026 et fin de support initial au 30 septembre 2026. Donc, qui dit fin de support initial, extended support, et donc ça rajoute des petits coûts supplémentaires. Voilà. Les technical refresh, tout le monde les connaît. D'accord, il y a la prochaine qui arrive demain sur la 7.5. Je crois que c'est la TR7. La TR12 est sortie, la TR1 sur la 7.6. La 7.6, voici les nouveautés de la 7.6. D'accord, sécurité, administration système, ceux qui sont venus, le navigateur 4i, vous avez vu ça, la sécurité, on parle du MFA, mais pas que. La base de données, pour ceux qui ont vu Navigator 4i, on parle de IBMI Services, beaucoup d'IBMI Services, beaucoup de SQL, donc modernisation de l'infrastructure et les développements d'applications. Derrière, effectivement, il y a beaucoup d'objets, de programmes qui permettent aussi de débugger et autres. Ça, c'est vraiment les orientations de la 7.6. C'est pas pour rien que le premier pavé, c'est sécurité, le deuxième, administration système. Je rappelle, pour les anciens, qu'il y a toujours le 5250 en écran vert, mais que pour les nouveaux, il y a le Navigator 4i. D'accord ? Mais pour se connecter sur le Navigator 4i, ça nécessite de l'HTTP, on va parler de sécurité. Donc c'est vraiment, la 7.6 est vraiment orientée sécurité. Toutes les nouveautés SQL, on en parlera. Préparation et recommandations. Donc, pour ceux qui savent lire, il y a 2 bouquins. Les mémos to user. Alors, vous pouvez les prendre dans le livre de chevet, c'est plutôt efficace quand même. Franchement, pour ceux qui ont des petits problèmes d'insomnie, ça pique, clairement. Généralement, on fait 1 page, pas plus, par soir. Ça peut être pas mal, ça va être long, mais c'est la Bible. C'est-à-dire que dans les mémos to user, vous allez avoir tout ce qui est modifié de version à version. Donc, celui qui me dit, j'ai fait un changement de version, j'ai loupé ça, bah oui, parce que vous n'êtes pas allé lire. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc là, à l'intérieur, il y a toutes les commandes qui sont modifiées entre les différentes versions. Donc entre une 7.4 et une 7.6, il y a certaines choses qui disparaissent. Donc il faut penser à la préparation. Et de toute façon, le maître mot des changements de version, c'est la préparation. Vous ne lancez pas si vous n'avez pas fait les preuves, ainsi de suite. Sinon, vous allez quand même droit dans le mur. Donc il y a même maintenant aussi directement un lien installing 7.6 over 7.4. Il est à lire aussi, celui-là. Il y a quand même quelques petites subtilités bien expliquées.
Après, effectivement, ça c'est nécessaire, c'est la première chose à faire. Ceux qui ont suivi Navigator for E, vous avez vu que dans Navigator for E, vous avez des onglets et il y a un onglet où il y a marqué signer et dans signer, vous avez le memo to user. Donc vous pouvez directement, c'est pas la peine d'aller chercher le site web ou quoi que ce soit, il y a le lien directement de Navigator for E. Et ça, il faut y penser. Par contre, chose importante, quand on passe de 7.4 à 7.6, on regarde aussi le memo to user 7.5. Et après, de 7.5 à 7.6, on regarde le memo to user 7.6. D'accord ? Donc, il y a des minimums, c'est-à-dire que de toute façon, déjà, 7.6, c'est Power 10 minimum. Essayez pas de l'installer sur un P9. Moi, le microcode va s'installer, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, voilà, on a fait le test pour vous, donc vous gagnerez du temps. HMC version 10, évidemment, puisque c'est du Power 10. Les VIO, ce serait bien de les mettre à jour, l'infra. Petit point de particularité, les disques, ce qu'on appelle les D910, donc c'est ceux qui ont des baies Dell EMC. On a des accords qui sont arrêtés avec les baies Dell EMC. Donc ceux qui avaient des baies Dell avant le mois de novembre 2024 ne sont pas concernés. Par contre, ceux qui ont acheté des baies Dell après, vous allez avoir un petit souci. Vous irez jusqu'en 7.5, mais pas en 7.6. Sinon, vous avez tous les niveaux TR. Ludo a été gentil, vous les a remis. Il vous a remis le lien vers les techno-updates. Donc de la même manière, n'hésitez pas à consulter. En fait, ce sont des liens, effectivement, que lorsqu'on fait des changements de version, il ne faut plus avoir peur d'installer des PTF. Ah oui, il faut que j'installe des PTF, j'ai besoin d'un IPL. Mais les PTF aujourd'hui, il faut les mettre. C'est impératif. La vitesse où aujourd'hui la plateforme IBMI avance avec l'open source et autres, il y a plein de modifications qui arrivent. Des nouvelles fonctionnalités. Pas obligatoirement des corrections de bugs avec des correctifs, mais il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc si vous n'êtes pas à jour, alors quand on dit pas à jour, on supporte une cumulative qui n'est pas installée, mais quand on a 2 ans de PTF de retard, ça fait moyen. Surtout pour nous qui aimons les performances, on ne peut pas travailler sur des analyses de performance quand on a 2 ans de retard de PTF. D'accord ? Préparation et recommandations. Effectivement, lorsque vous identifiez les PTF requises pour passer sur une 7.6, eh bien, il y a 2 PTF, une en 7.4, une en 7.5, qu'il faut avoir avant de passer sur une 7.6. On rappelle le site IBM Support, Upgrading for 7.4. Vous pouvez télécharger effectivement les PTF 7.4 et 7.5 pour la migration 7.6. Après, c'est juste après manger. Alors j'ai l'impression, mais il y en a, enfin, on va tomber. Il y en a qui vont tomber dans le piège, qui vont oublier. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est un minimum. Alors, là-dedans, il y a des choses qui n'évoluent pas. C'est-à-dire que quand on fait un changement de version, si vous venez, certains, depuis des années, on fait des changements de version, des V4, des V5, 6, 6.1, elle n'a pas duré longtemps, la 7. Il y a des règles de base. Lister les profils inactifs, tout ce qui va être la complexité des mots de passe, les objets publics, les listes d'autorisation, ainsi de suite. Ça paraît bête, mais si ce n'est pas fait, une fois que vous avez commencé le process, le retour arrière, ça s'appelle une restauration. C'est compliqué. Donc plutôt que perdre du temps à se dire qu'est-ce que j'ai pas fait, ainsi de suite, ça va être problématique. Et on va le voir, notamment après, pour tous ceux, on le verra, on vous a mis une petite astuce, pour ceux qui font des changements, ce qu'on appelle des back level, je passe d'un Power, typiquement Power 9, je vais aller vers un Power 11, j'étais en 7.4, et puis il y a là, j'y vais, je fais une 7.6 d'un coup. Donc je change mon Power, j'installe le microcode, l'OS de base, puis je restaure. Et bien, si vous ne faites pas certaines étapes, ça va vraiment piquer très fort. Parce que vous allez avoir des objets avec des règles de sécurité d'une 7.6, mais vous allez restaurer avec des objets avec des règles de sécurité d'une 7.4. Et là, quand ça démarre, ça démarre pas. Donc, on va le voir, c'est vraiment de la préparation. Et là, on voulait vraiment faire un focus là-dessus, préparation, préparation. Sinon, vous allez vraiment appeler Francis et je pense qu'il ne sera pas content. Il va être content, Francis ? Parfait.
toujours dans les préparations et recommandations, renforcer les droits d'accès des autorités. Donc il faut regarder les commandes qui ont été changées, qui ont certains droits. Les profils utilisateurs, vous avez découvert peut-être qu'il y a des nouveaux profils utilisateurs, comme le QUser_NC, le QPGMR_NC, qui sont utilisés. Donc il y a quand même des nouveautés à ne pas négliger quand on installe la 7.6. Et puis le Java, aujourd'hui, vous avez des utilisations de Java supportées, par exemple Java 8 au 17. Donc si vous avez des applications qui dépendent de versions anciennes, il va falloir que les applications acceptent les nouvelles versions de Java. Donc il n'y a pas que l'OS à migrer, il y a déjà des questions aussi côté applicatif. Est-ce qu'ils sont 7.6 capable, comme on dit? Des questions? Oui. Ah, attends, j'y vais. Tu y vas. Ah ouais, parce qu'il y aura le son, comme ça. Ça lui fait faire du sport, il n'en a pas fait assez. Ça permet de digérer plus vite. Oh, toujours, c'est Fabrice. J'avais pas vu que c'était Fabrice. Moi non plus, je vois pas. En 7.6, c'est quelle version de Java standard qui est installée? La 8 ou la 17? Il n'y a pas la 21, Java 21? En standard, non, la 17. Il n'y a pas de standard en fait. Il y a la 17, la 21, je crois, qu'on peut installer sur la 7.6, mais tout dépend de l'applicatif. Mais celle qui est installée à l'OS installation brute, c'est... Oh, D'accord. Je pense que il me semble que c'est la 17. Il y a 17 et 21, justement. 17 et 21, mais je ne sais plus si de base c'est la 17, on peut installer la 21 derrière, ou est-ce que c'est la 21 qui est de base sur la 7.6, mais bon, c'est pas... De toute façon, après, tu joues avec le Java Home et compagnie. Encore une fois, effectivement, on passe des niveaux de Java qui ont augmenté sur la 7.6, d'autres qui ne sont plus supportés. Ça veut dire que les applications qui utilisaient Java, des vieilles versions de Java, va falloir qu'elles migrent sur les nouvelles versions de Java. Donc, il y a toute une réflexion sur les applications avant de passer en 7.6. Comment ? Ah, vous faites plaisir. Supprimer les protocoles. Alors, il y a des vieux protocoles, PPP, Point-to-Point Protocol. Il y en a qui l'utilisent peut-être encore sur des vieilles applications. Ça, c'est plus supporté. Les produits non supportés. Il y a DB2 Web Query, certaines versions de Go, il y a CICS. Il y a plein de logiciels qui ne sont plus supportés en 7.6. Donc ça, c'est hyper important. On verra dans un autre slide pas mal de serveurs et autres qui ne sont plus supportés. Je me suis fait la liste pour voir. Restreindre les accès sensibles. Maintenant, il y a des vues avec... Alors ça, c'est bien parce que c'est des requêtes SQL directement natives. Et donc, du coup, on peut savoir quels sont les accès qui sont utilisés ou pas. Donc, tout est en SQL. Mais ça, c'est à passer. Ça, c'est à utiliser, de se rendre compte. Et après, on voit l'état des dégâts avant de changer. Donc, petit point pour ceux qui utiliseraient encore certains types de disques. Quand vous allez être, par exemple, sur de la DS8000 ou des virtual disques avec des VIO, il y a des tailles à respecter. Je rappelle que les tailles sont données côté IBMI, pas stockage. Donc, si vous me faites une LUN de 70, côté baie, ça ne fera pas 70 pour l'IBMI. Donc, ça ne marchera pas. Pareil pour les 40 et 35 Go. Donc, faites attention. Alors, ça, c'est un petit point de détail. Après, il n'y a pas beaucoup de clients qui sont encore en 35 Go. On est plutôt sur du 140, 280 et compagnie. Donc ça, c'est un point important. De la même manière, quand on veut faire des changements de version, la première chose qu'on fait, c'est quand même une backup, une sauvegarde. Parce que dans le doute, tu rebootes, si ça boîte, tu formates. Là, vaut mieux avoir des bonnes C21. Alors ceux qui font du stockage externe vont faire des flash copies, ainsi de suite. On passe, hein, c'est maîtrisé. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il va falloir avoir une bonne sauvegarde. Et de la même manière, il y a un petit point de détail, ceux qui font du BRMS, en 7.6, il n'y a plus de BR1, c'est du BR2. Donc il va falloir anticiper le changement de version du BRMS, sinon ce ne serait pas drôle. Donc ça, c'est les points importants. BR2, c'est de la souscription. Au passage, facturé au cœur. Au BR1, c'est le serial number. Il y en a beaucoup qui font des CF21. Alors, je reformule.
Il y en a beaucoup qui font de la restauration 21, qui testent leur sauvegarde. Arrête de dire des gros mots. 2. 1, 3 timide. 4. Mais il faut écouter la question. Est-ce que tu sais faire une sauvegarde et est-ce que tu sais restaurer ta sauvegarde? Ah oui, ben, sauvegarder c'est douter, restaurer c'est échouer. On le sait, mais bon. Ça, c'est hyper important en fait. Tout le monde fait des sauvegardes. Ah oui, j'ai sauvegardé, j'ai mon BRMS, j'ai sauvegardé. Mais est-ce que de temps en temps, vous testez votre sauvegarde? Est-ce que vous restaurez vos machines? Tu sauvegardes Dans la petite histoire, il y a un client qui sauvegardait sur cartouche, sauvegarde. Sauf que, effectivement, l'activité augmente. Les disques augmentent, donc j'ai ma sauvegarde qui augmente. Mais à un moment donné, il ne suffisait pas sur une seule cartouche. Il en fallait une deuxième. C'est pas grave, il écrasait, il repartait en premier. Là, donc il avait la moitié, voire un tiers de sa sauvegarde. Donc testez vos restaurations. Je sais que ça prend du temps, je sais qu'il faut une partition supplémentaire, je sais qu'il faut du disque supplémentaire, mais aujourd'hui vous êtes en stockage externe avec du flash core module, c'est du sync provisioning, ça prend pas trop de place, on peut faire des tests. D'accord, de restauration. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que ça fonctionne? Parce que le jour où il y a un problème, on peut tomber de haut. Pruve. Je pose la question et tu suis. Qui connaît Pruve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui utilise Pruve? Ah, ça baisse les mains, t'as vu? Ils connaissent, mais pas tous l'utilisent en fait. Ouais. Donc, le Pruve. L'avantage, c'est qu'on a quand même réussi à avoir un outil qui permet de faire une checklist, mais vraiment une checklist complète de tout ce que vous devez faire. Et en plus, il est sympa, l'outil. Il va vous mettre des warnings. Quand c'est vert, c'est bien. Quand c'est jaune, attention. Et quand c'est rouge, c'est pas bon. Donc celui qui commence son changement de version, sachant qu'il y avait du rouge, c'est qu'il est un peu suicidaire. Mais sinon, c'est assez simple. On prend firmware level, current release 7.5, target release 7.6, check result failure. Ah, mince alors. J'ai une clé UAK, mais par contre, mon firmware level du power n'est pas compliant. Bon, après, tu es sur un 950. Je suis sûr. VL 950. Et ça ne peut pas fonctionner parce que je suis sur un P9. Donc à partir de là, ça plante. Donc c'est déjà un warning. Parce qu'il y en a qui vont tester. Effectivement, je changeais de version. Oh merde, je suis sur un P9, mais il me faut un P10 minimum. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est pas bien de me faire des pièges comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Après le Pruve, donc il y a le lien pour télécharger l'outil. Donc là, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Et surtout, vous avez toute la liste complète. On ne s'arrête pas à la moitié. C'est comme l'alphabet, de A à Z. Donc on déroule en entier et tous les points. Vous voyez, notamment PTF, Permanently Apply, les require PTF, les software agreements, ainsi de suite. Parce que là, et notamment les LPP, là-dessus qu'il va falloir regarder, ceux qu'il va falloir dézinguer avant de faire le changement de version. Pruve ne fonctionne que pour l'OS, pour l'IBMI, pour tout ce qui est IBM. Ça ne va pas tester vos applications. Donc toutes les applications tierces, à vous de voir qui il faut appeler pour pouvoir s'assurer que la 7.6, elle est estampillée pour l'application. Ça, c'est que l'IBMI. Après, je rappelle quand même que vos infrastructures IBMI tournent sur une machine qui s'appelle un Power, que le Power utilise des cartes Fiber, des cartes Ethernet, qui elles-mêmes ont des propres firmware. Donc ce serait bien aussi de faire un petit check que les couches hardware, parce que pour l'instant, on n'a pas vu trop de limitations, mais sur certaines cartes Fiber, notamment les 16 Go, il peut y avoir des petits pièges. Je dis ça, je dis rien, comme qui dirait l'autre, mais vérifiez quand même que la compatibilité de vos cartes va fonctionner, notamment ceux qui font du direct attach. Ce serait ballot de se retrouver sans disque à un moment donné. Et puis si je me souviens bien, Pruve, c'est un outil Java. Donc vous pouvez l'exécuter sur un Mac, sur un Windows. C'est pas lié à l'OS. Une fois qu'on a fait ça, très bien. On a fait son checking, parfait. On sait comment ça fonctionne sur notre IBMI. On est pratiquement prêt à passer en 7.6. Comme la 7.6, c'est la sécurité, moi, je vous conseille, nous vous conseillons d'utiliser les audits de sécurité.
qui a le droit sur les objets. Parce que c'est facile, les développeurs et tout, tiens, hop, allez, HoloBJ, hop, terminé, au revoir. Sauf que demain, en passant en 7.6, vous allez sûrement passer sur, je l'espère, d'ailleurs, question, Q-Security, vous êtes à combien sur votre partition? Il se dégonfle. En fait, ouais. 40. Il n'y en a pas un qui est en 20? Il n'ose pas lever la main. Il n'ose pas lever la main. En 20. 30. Allez, qui est en 30? Allez, soyez honnêtes, sans déconner. Voilà, 30. Ah, 2 là-bas au fond. Voilà. 20. 40. Est-ce qu'il y en a un qui a au moins une partition encore de test en 20 ou de dev ou un truc comme ça? Ah, Marcel, l'honnêteté, tu vois. Ouais. Pour tester quoi, que de 20 à 30, ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Donc. Ah, voilà. Ah, c'est par l'absurde, en fait. On est d'accord. Et en 40? Ah bah tous. Bah attends, ils ont pas le Non. Et en 50? En 50. 2 en 50. Donc ça, c'est très bien. Alors, voilà. Donc ça, c'est hyper important, puisque si on parle juste du MFA, c'est Q-Security 40, Password Level à 4. Donc c'est hyper important aujourd'hui au niveau de la sécurité et du passage en 7.6 de savoir quels sont les profils que vous avez, les droits que les profils ont et les objets, qui peut les utiliser et pourquoi et comment. Pourquoi on est sur une base de données comptabilité, il y a l'agent Tartampion qui a les droits sur tel objet alors qu'il n'est pas comptable. Pourquoi il a HoloBJ sur la bibliothèque? Donc ce n'est pas bien. Donc ça passe. Ça, c'est nécessaire. Ça vous donne une checklist et après, vous mettez en œuvre. Vous réduisez. Ça, c'est hyper important. Notamment si on parle d'audit de sécurité, nous, la préco qu'on vous fait, après, vous la suivez pas, c'est votre problème. Faites vos remédiations de sécurité sur la version source. Passez en QSEC 40, QPassword Level, faites-les sur les versions sources. Ne vous dites pas, je vais le faire ensuite en 7.6. En 7.6, vous serez en mode débugage. Donc avec le client qui vous met une balle sur la tempe en vous disant, quand est-ce que ça va marcher? C'est trop tard. Donc faites tous vos audits, faites bien ça. Et notamment tous ceux qui vont faire des passages en restauration, ainsi de suite. Parce que là, ça va vraiment être problématique. Donc autant dire, rassurer le client, on fait les upgrades de sécurité, on change parce qu'il peut avoir des modifications d'application, d'écran, d'autres choses, parce que potentiellement les longueurs de mots de passe, il y en a encore qui sont sur du 10 caractères. Si on veut aller plus loin, il y a des écrans particuliers. Si on veut mettre des choses en place, on le fait sur la version source et ensuite on fait le changement de version. Vous lancez pas à la hussarde parce que ça va être compliqué. Donc, ayant fait quelques changements, donc la méthode back level, certains connaissent pas, qui connaît? On voit les mecs qui ont fait de l'infra. Donc je rappelle que la back level, c'est une méthode qui a été inventée avec le passage Cisco-RISC. Grosso modo, j'ai une machine A, une machine B, une machine A avec une vieille version et maximum supporté de versions d'écart, je vais sur la machine B. Potentiellement, j'ai une machine P9 V7R4, je veux aller sur un P11 V7R6. L'astuce, c'est de se dire, dans la même opération, je vais changer mon hardware et ma version. C'est-à-dire que j'installe sur ma version cible mon microcode, mon OS de base. Donc j'installe une 7.6, microcode 7.6, OS de base 7.6. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre ma cartouche, ma CF21, d'où l'importance de savoir faire une vraie CF21, et je vais restaurer. Donc je vais restaurer l'intégralité. Et c'est là où il va y avoir une petite étape. Il y a un menu magique qui arrive, option d'IPL. Et à l'intérieur, on va avoir une petite option, définir les options système et modifier certaines valeurs. Et notamment, il va falloir modifier les valeurs système, tout ce qui va être gestion des valeurs système. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux valeurs système qui vont, il y a pas mal de valeurs système qui vont servir, notamment tout ce qui va être les objets de restauration, forcer la conversion, donc ça c'était ceux qui avaient de la 6.1 ou un papa, les types d'IPL, l'inactivity, parce que potentiellement c'est là où vous allez avoir des surprises, ça va boucler ou pas, ou des écrans qui vont pas venir, limiter les sessions QC-CoFR, les dev sessions, les max sign-on, on évite généralement de mettre un nom, parce que sinon ça pose des problèmes. Puis il y a deux petites valeurs qui sont petites sympathiques, Q-Security et Q-Password Level. Il y en a qui me voient arriver avec mes gros sabots.
Eh bien oui, parce qu'en fait, on va se retrouver avec la QSecurity de la 7.6, qui par défaut est en QSec 40, et le QPassword Level de la 7.6, qui est en 30. En combien ? 44. 4. Et c'est ballot, parce que si ma 7.4 elle est en QSec 20, mon QPassword Level il est en 0, quand je vais restaurer et que je n'ai pas modifié les valeurs système, ben, je vais avoir un OS qui va être restauré en 7.4, mais avec une QSecurity 40, et puis un QPassword Level à 4. Quand j'aurai fini ma restauration, dernière étape, reste à UT, reboot, en avant Lulu. Bah mince, je ne peux pas me connecter, c'est ballot. Et puis quand je regarde mes objets, ils sont tout pourris. Mes listes d'autorisation, ça a tout pété. Tous mes droits d'objet, ça a tout pété. Eh bien oui, parce qu'il faut aller modifier la security et le QPassword level de la 7.6 pour les passer au niveau de la 7.4. Et là, l'astuce, une fois que vous serez arrivé en 7.6, ben en fait, ça tourne comme une 7.4. Donc certes, pas de sécurité, ou du moins limitée, parce que évidemment, si vous êtes en QSecurity 20, ça fonctionne sur une 7.6, mais il n'y a pas de support. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est une légende urbaine, il n'y a pas de changement obligatoire. Le système ne change pas la valeur système. C'est-à-dire que quand on fait une restauration, on prend la valeur de restauration. Quand on a passé à la modifier. Donc, du coup, vous serez en QSec 20, QPassword Level 0, mais votre OS sera intègre, fonctionnel. Et là, vous enchaînez le changement de version et tout ce qui va bien. Voilà. C'est une petite astuce, mais qui peut sauver la vie et vous éviter quelques nuits très très longues. Donc, voilà. L'idéal, si vous voulez passer en 7.6 et que vous n'êtes pas en QPassword Level à 4 ou en QSecurity 40, c'est d'y passer avant. Et vous demandez à vos utilisateurs de changer de mot de passe et de passer sur des mots de passe du 128 de long ou 256 de long. Ça, c'est l'idéal. Sinon, vous allez passer des nuits blanches à régler tout ça. Donc, c'est une préparation avant la 7.6. Donc, c'est quand même bien de savoir que ces valeurs système, et aujourd'hui, on est très orienté sécurité, il faut avoir ces valeurs système à 4 et à 40. Donc, dès aujourd'hui, demandez à ce que ça change au niveau de vos mots de passe chez vos utilisateurs. Des questions ? Ça a l'air clair. Question. D'abord, au fond. Ah, j'y vais. Ah, il parle fort, le monsieur. Oh. Mais on n'entendra pas la question. Ah oui, c'est vrai, oui. Puis il n'est pas timide. Ouais, donc moi en fait j'ai juste une question par rapport aux valeurs système. Nous habituellement on fait un SAF 6 CNF et après dès qu'on va sur la version cible, on fait un update 6 CNF. Là si on fait un IPL, on reste en restreint et on essaye de passer par là, ça ne marchera pas. Pour les valeurs système, pour les mettre à jour. Vous pouvez reformuler, parce que j'ai pas tout compris, j'ai pas tout entendu. En fait, initialement, nous, quand on fait une montée de version, sur la version initiale, on fait un SAF 6 INF. On fait une sauvegarde complète. Ensuite, sur le système sur lequel on passe sur la nouvelle version, on va restaurer la bibliothèque où il y a eu le SAF 6 INF et on va faire un update 6 INF pour justement mettre à jour toute la partie sysval. Donc si on passe par ce process-là, ça ne marche pas non plus du coup. Bah, de toute façon, au moment de la restauration, c'est vos valeurs système qui vont être restaurées de l'ancienne version. Là, ce qu'il faut, c'est mettre les bonnes valeurs à la nouvelle version. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un IPL et modifier, de rentrer dans les valeurs système et de m'assurer que il faut que je mette ça. Parce que nous on a fait un test déjà. On est en password level 2, sécurité 40, on n'a pas eu de soucis. On a fait l'IPL. C'est ce que disait Laurent, le password level A2, il fonctionne, mais il n'est pas supporté. D'accord. D'accord ? Mais demain, vous êtes en 7.6, et je suppose que vous allez changer de 7.6 vers la 7.6 parce que vous avez la sécurité, vous voulez passer en P11, et que vous voulez justement augmenter la sécurité de votre partition. Donc ça veut dire, ah tiens, je suis intéressé par le MFA. Mais comment je fais ? J'ai 2 heures pour demander à tous mes users de changer de mot de passe parce que je vais passer en password level à 4. Non, c'est en amont qu'il faut faire ça. Aujourd'hui, si vous passez en 7.6, vous êtes en QSecurity 40 avec un password level à 2, password level à 2, ça va pas quoi. Il y a un grand écart quoi. Il faut réduire ça et effectivement, c'est password level à 4 qu'il faut mettre aujourd'hui. Alors, j'entends déjà. Ah, ça fait chier. Putain, des longs mots de passe, faut une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère et tout.
Oui, mais vous le faites déjà dans vos applications au quotidien. Quand vous allez vous connecter sur des sites internet ou autres où vous avez des comptes, eh bien aujourd'hui les mots de passe ils sont longs. Et qui plus est, ils ont même aujourd'hui de la double authentification. Donc déjà vous le faites. Donc il faut, et surtout, il ne faut pas l'oublier qu'en IBMI, c'est pour ça que vous êtes là, IBMI c'est une belle plateforme qui est ouverte. On fait de l'open source, on va faire de l'IA avec. Donc du coup, il faut sécuriser tout ça. Et ça passe déjà par le mot de passe, avant de faire quoi que ce soit. Alors, le QPassword Level, déjà, sur la 7.6, la particularité, c'est que 3 et 4 fonctionnent. C'est-à-dire que vous pouvez, 3 et 4 sont supportés. Le 2, en fait, il ne va pas être supporté si vous avez un QSecurity inférieur à 30. Par contre, ça veut dire que QSec 10, QSec 20, de toute façon, c'est mort. Déjà, en 7.5, vous n'aviez plus de support. Donc, vous pouviez appeler, on vous disait, potentiellement, il faudrait peut-être upgrader le level sécurité. Le QPassword Level, par contre, 3, 4, c'est les standards de la 7.6. Par contre, 2, malheureusement, beaucoup de clients sont encore à 2. Donc, tant que vous êtes en QSec 30, QSec 40 et un QPassword Level 2, pas de problème, c'est supporté. C'est pas préconisé, mais c'est supporté. Par contre, QSec 20, là, c'est sûr que, quel que soit le niveau de password, vous pourriez mettre une QSec 20, QPassword Level 4, il n'y a pas de support. Donc voilà, faites attention à ça. Oui. Ah, ils sont joueurs, ils sont Ah, joueurs. il est arrivé après moi, donc je dis, Ouais. moi je prends le micro-cravate, lui il prend le micro. Ben ouais. Voilà, Ils se sont dit pendant 3 jours, il n'a pas couru le garçon. Ah ben voilà, Ludwig. c'est bon pour tes genoux. Merci. Ces changements pour l'installation, on est obligé de les faire en écran vert ou on peut scripter ça avec Ansible, par exemple? Uniquement écran vert, puisque Oui. ça, c'est dans les steps de l'IPL. On est en DST. Exactement, exactement. Mais la question est intéressante en fait. Ouais, je reste. Est-ce qu'il y a des questions d'autres avant que j'aille jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais la question est intéressante parce que c'est vrai qu'on pourrait scripter. Mais comme on est en couche basse de l'IBMI, c'est en écran vert. De toute façon, tu seras soit en D, soit en B, mais tu seras en Ouais. mode manuel. Donc, Voilà. Une autre question? Non. Comment? arrête de jouer, c'est bon, tu te déplaces, toi. Arrête Tu vas de te coller à lui avec ton micro. non. Ah, c'est parce que t'as un problème de... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Fonction IBMI supprimée en 7.6. Ça, c'est hyper important. Ah, mais ils ont lu le mémo to user, arrête, c'est bon. D'accord, j'enlève. Non, ça, c'est un vrai problème. Toutes ces fonctionnalités-là disparaissent de la 7.6 et pour certaines ne sont pas remplacées. Mais vraiment pas. Et de la même manière, c'est pas de se dire je vais les installer et puis ça marchera ou pas. Non, là, c'est vraiment des problèmes de choses qui s'arrêtent. Donc, il en a fait une liste longue comme le bras, voire les 2 bras. Vas-y. C'est tout à fait vrai. Mais par exemple, on sait tous que l'IBMI, il peut être serveur de tout. Alors, c'est vrai, il y a des clients qui ont des serveurs DNS, des serveurs DHCP. Le DNS disparaît. Le DHCP disparaît. Donc, si vous avez des clients avec des serveurs, pas des clients, mais des serveurs DHCP DNS, il va falloir... On fournit la presse. Ça ne sert à rien de tout noter, on fournit la presse après. Oui, on fournit la presse, ouais. Faut pas user les Mais stylos par pour ça. contre, comme on est sécurisé, ça sera encrypté. Et il faudra le code. Hein, c'est ça? Non, mais pour rigoler, là, c'est une première page. Je l'ai fait exprès. Il y a une deuxième page. Le FRCA, si on faisait de l'HTTP avec du FRCA, c'est plus supporté. Le fax. Le fax, c'est plus supporté. Ah ouais, mais je l'attends parce que j'en connais dans la salle qui ont du fax, qui font les malins, mais ils vont moins rigoler après. L'OptiConnect, c'est plus supporté. Le PPP, le point-to-point protocole, le L2T, c'est plus supporté. Mais il y a encore des vieilles applications. Je discutais avec une personne qui avait encore des applications de 1988. Ben voilà, enfin, ça marche encore, mais en 7.6, ça ne marchera plus si on utilise ce genre de protocole. Donc ça fait quand même la deuxième page. C'est pas mal. Oh, une troisième page. Non, mais voilà, XML, oh, BR1. En bas. Le Java, par exemple, le Java 11, 64 bits, qui était l'option 19. Ils sont tous en 17. Je ne dis rien. Mais voilà, donc il y a quand même pas mal d'objets, de produits qui ne sont plus supportés en 7.6. Donc,
Posez la question à vos clients, voici la liste, est-ce que vous utilisez tel ou tel ou tel? Avant des clients, pense déjà aux utilisateurs. Ah oui, Parce qu'au métier, je rappelle juste que beaucoup font de l'infra, mais il y en a d'autres qui font du métier. oui, C'est bien quand l'infra parle au métier. oui. Parce que dans ces cas-là, ça peut faire mal. Mal. Bah oui. Mais les développeurs, ils utilisent VS Code. Qui utilise DFU aujourd'hui? Si ça lève la main, ouh là là. Non, mais voilà, mais DFU, mais ça fait longtemps. Deux DFU. Mais aujourd'hui, voilà, il y a d'autres outils comme VS Code, par exemple, qu'il faut utiliser pour le développement. D'accord? Les écrans verts, c'est très bien pour les changements de version, aller dans le Start SST, ce genre de choses, c'est très bien. Le reste, non. Après, le management central, il est sympa, Ludo. Il vous a quand même mis que depuis 2019, c'est plus supporté. D'accord? Donc, Ah oui, management central, oui. on en a encore qui nous demandent si... Alors, le management central, ça a été une demande express des supports. En fait, ils en avaient marre d'avoir des appels management central. Ils disent, on ne veut plus de management central. Non, c'est pas vrai. Hein, non. Ok, post-migration. Une fois qu'on a fait la migration, qu'on s'est assuré de tout allait bien, qu'on était prêt pour pouvoir migrer, on migre, et après... On pleure. Pardon. Ah, j'aurais pu mettre des larmes. Non? Je pensais que tu l'avais fait. Non. Donc, première étape, ça va être régler les QPassword level et les QPassword rule. Je rappelle que depuis la V7.5, il y a une petite valeur système qui s'appelle QPassword rule qui permet de rajouter, de définir un certain nombre de valeurs système par une liste complète. De la même manière, il va falloir quand même vérifier que vos QAUD CTL, QAUD LVL n'ont pas pris un petit coup dans l'aile. Si vous voulez faire du MFA, c'est le moment ou jamais. Restreindre les profils HoloBJ. Tout le monde sait faire, tout le monde n'en fait pas. Tout le monde a compris que HoloBJ, c'était quelque chose de pas bien. Donc voilà. TLS 1.2, il faut quand même penser que c'est des protocoles qui existent. Les services non utilisés, c'est pas mal. Et puis, on va peut-être mettre sécuriser les objets critiques. Vu qu'on allait en 7.6, le but, c'était ça quand même. Exactement. Mais par exemple, pour toujours orientation sécurité, le TLS, aujourd'hui, on peut sécuriser l'admin 1 et autres, et on vous propose des différentes encryptions. Il y a le TLS 1, 1.2, et aujourd'hui, on a le 1.3. Donc moi, je vous oriente à utiliser le TLS 1.3, mais encore une fois, il y a peut-être des applications tierces qui ne supportent pas ce protocole-là et qu'il faudra modifier, tatata. D'accord? Donc il faut impérativement. Bon, c'est vrai que le MFA, si pertinent, mais ça, c'est la nouveauté 7.6, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, mais le QCTL et le QPassword level, les rules, vous avez en 7.6 la possibilité de mettre 3 règles pour le mot de passe. Il y en a 4 qui existent, mais c'est 3 maximum. Donc on va mettre des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Mais on ne peut pas mettre les 4 en même temps. On ne peut pas avoir les 4, donc on en choisit 3. Et voilà, donc ça, ce sont les règles à appliquer. Comme tu veux. Ouais. Allez, t'étais chaud, vas-y. Allez, en fait, une fois que c'est à la poste, c'est très bien, mais encore faut-il le suivre. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut mettre en place la journalisation, ça c'est très bien. Ça, il faut suivre qui se connecte sur votre machine, qui a essayé 3 fois le mot de passe Tartampion parce qu'il s'est trompé de mot de passe. Voilà, la journalisation, les audits l'audit est nécessaire aujourd'hui. D'accord ? Planifier un audit de sécurité annuel, effectivement, on peut l'intégrer dans un SIEM et automatiser les alertes. Voilà, on a plein de possibilités en open source et autres de pouvoir suivre la sécurité post-migration. D'accord ? Qui utilise ce genre d'outils il est mis dans un... Très bien. OK. Donc là, les journaux, vous utilisez les journaux ? La journalisation, l'audit, les audits, vous utilisez les audits? D'accord. Vous connaissez le nombre de users que vous avez sur votre machine? D'accord. Vous connaissez le nombre de users qui ne sont pas connectés depuis longtemps? D'accord. J'ai entendu oui, moi. Oui.
Ok. Il n'y en a qu'un qui a répondu oui. J'ai entendu oui. Niveau de sécurité 40, impératif. Alors, quand on dit impératif, c'est par défaut sur une Scratch Install. Quand vous installez directement une 7.6, c'est QSEC 40. Par contre, quand vous êtes en évolution depuis une autre version, on l'a vu, on va hériter de la version. Il n'y a que dans le cas des save resto migration où c'est un peu plus touchy. Mais sinon, par installation du microcode 7.6, c'est QSEC 40, QPassword Level 3. Et après, on va jouer sur les authentifications. Il y a un petit truc qui est arrivé qui est sympa, c'est au niveau du DST, on peut mettre du MFA. Oui. C'est pas mal. Il faut être joueur. Moi, je ne suis pas partisan. Ludo, il aime bien jouer avec le MFA, mais moi, j'aime pas sur le DST. Mais sur le reste, ça peut être pas mal. Il n'aime pas la technologie nouvelle. Ça, c'est juste un rappel de la sécurité 30. D'accord? Et lorsqu'on passe en sécurité 30, voilà les limites, risques. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on est en sécurité 30. Mais dès que la sécurité 40, eh bien, voilà, on a la 30 plus l'intégrité du système. D'accord? Le but du jeu, effectivement, votre priorité, ce n'est pas d'attaquer vos données qui se trouvent sur les disques, d'où les sécurités sur les disques. Peut-être que vous avez été voir des sessions sur le ransomware et autres, la sécurité sur les disques, mais surtout maintenant, il ne faut pas qu'on puisse rentrer sur le système et péter le système. Donc la sécurité 40 est nécessaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Rochester dit c'est le niveau recommandé pour l'IBMI. Ils ont été gentils, ils ont gardé le 30 et 40, mais ils auraient pu virer le 30 et laisser que le 40. Ça vous oblige à passer en 40. D'accord? Donc la sécurité 40, c'est le niveau 30 plus prévention de l'utilisation d'interfaces non supportées, protection des descriptions de travail, protection de l'espace associé. Il y a plein de sécurité supplémentaires sur les objets. Ça oblige aussi à modifier les accès aux données par utilisateur et autres, HoloBJ, sysconfig, IO6config et autres. D'où l'utilité de collecter les informations sur les utilisateurs et les objets. D'accord? Pour être sûr que la personne qui a besoin de telle bibliothèque ait toujours accès à la bibliothèque si je passe en Q Security 40. Donc il faut savoir avant tout ce qui se passe, d'où les audits, les collectes d'informations. Passage du niveau 30 à 40, encore une fois, stabilité renforcée, impact, moins de vulnérabilité connue. Là, je vous lirai après, à tête reposée, ce document, mais vous avez toutes ces informations-là sur le site IBM en fonction, sur la version 7.6. Comparaison détaillée. 30, 40. T'étais sympa, t'es vraiment trop gentil quand même. T'as vu, je t'ai résumé. Bah oui. Donc, là-dessus, c'est déjà pour vraiment, comme l'a dit Ludo, on a simplifié le QSEC 30, le QSEC 40, et voir à un moment donné comment, pourquoi il faut aller en QSEC 40. Et actuellement, comme il l'a dit, la modernisation, ça veut dire c'est des nouveaux applicatifs, des nouvelles interfaces. Potentiellement, c'est des machines que vous allez mettre sur Internet, exposées. Donc, jouez pas avec ça, quoi. Voilà, donc vous voyez pourquoi il faut passer en 40, quoi. D'accord? Des questions? Ah non, dommage. S'il n'y a pas de questions, qu'ils ont tout compris. Oui, et moi Ils vont le faire. Nouveauté 7.6, sécurité, toujours pareil, c'est les nouveautés 7.6, sécurité. Le MFA, ceux qui sont venus, vous savez, vous avez vu la démonstration, pour les utilisateurs de l'OS, y compris pour les utilisateurs SST, DST, on peut mettre le MFA, double authentification. Je répète, c'est une double authentification. Ce n'est pas du SSO, c'est en complément du SSO, c'est en complément du TLS, si on sécurise le Telnet, le FTP et autres serveurs. Ça, c'est le MFA. Donc ça, c'est vraiment intégré à l'IBMI. Pas de logiciel à installer. C'est directement dans le user profile, au niveau de la configuration TOTP MFA, dans le système, dans l'OS de base. C'est très rapide à mettre en œuvre. Une fois qu'on est en QSecurity 40 et QPassword Level à 4.
Une fois que vous avez ça, on peut y aller. Amélioration de la gestion des mots de passe et des profils, donc QPassword Level, effectivement, ça c'est la nouveauté, on peut changer. Des nouveaux profils utilisateurs, QPGMR_NC, QUser_NC, le _NC pour No Changeable. Ce sont des utilisateurs que l'on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier, il n'y a pas de mot de passe, on ne peut rien faire avec. Ces nouveaux users, en fait, sont utilisés parce qu'on met du MFA sur l'IBMI. D'accord ? Lorsqu'on fait une connexion client-serveur, on a un QZDA, on a un QUser qui arrive, je refais une autre connexion, clac, j'ai un autre QUser, j'ai un autre job et ainsi de suite. D'accord ? Le problème, c'est qu'on a plusieurs connexions. Aujourd'hui, tout passe par la connexion QUser_NC pour éviter justement qu'un petit malin puisse utiliser le QUser pour pouvoir rentrer avec un mot de passe. D'accord ? Donc aujourd'hui, toutes les connexions passent par ce type de user profile. Donc là, on sécurise les connexions. D'accord ? Après, on a des autorités qui ont été modifiées sur des vues SQL, des API, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça, si vous utilisez des API, il va falloir connaître si tel ou tel droit existe sur ces API. Les certificats, pareil, les cryptos, ça aussi c'est nouveau, la cryptographie avancée. Aujourd'hui, on peut chiffrer l'ASP de base. Lorsqu'on crypte l'ASP de base, alors qu'on pouvait encrypter l'ASP1, les independent ASP, les IASP et les ASP users, là on peut encrypter l'ASP de base. Ça veut dire que lorsqu'on se connecte, alors, il faut l'option 46 du SC1. Non, 45. 45 42 Le chiffrement, c'est le 45 sur l'ASP. Voilà, 45 du SC1. 44 pour les backups. Merci Laurent. 45 du SSA, on se connecte sur le Start SST, on va dans les disques, on dit j'encrypte. C'est parti, il encrypte. Une fois que c'est encrypté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les données que je vais chercher sur mes disques, justement sur le stockage externe ou sur le stockage interne, la recherche, elle est encryptée. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un avec un sniffer qui passe sur le câble, il ne pourra rien faire parce que ça sera encrypté. Vous allez me dire, oui, mais les baies de stockage, elles sont déjà encryptées. C'est la baie de stockage qui est encryptée. Et si l'ASP n'est pas encryptée, les données qui circulent jusqu'à mon écran, en gros, ne sont pas encryptées. Alors que là, on peut le faire. Donc ça aussi, c'est une sécurité accrue et qui, à mon sens, est à prendre en compte et à tester sur les partitions 7.6. Gestion des certificats, connexion sécurisée, effectivement TLS, aujourd'hui on a un TLS 1.3. D'accord ? Il y a un nouveau serveur HCS, si tu veux en parler Laurent. Oui. Alors en fait, maintenant pour toutes les connexions, on a créé un nouveau serveur. Et le gag, en fait, c'est que les certificats, par défaut à l'installation, ne sont pas dessus. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous connecter. Donc si vous ne remettez pas vos certificats sur le HCS, pas de connexion possible. Donc c'est là où il faut passer par le DCM, faire ses configurations, récupérer. Ludo a fait une super vidéo là-dessus. Non, sur l'admin 1. TLS admin 1. Admin 1. Pas encore. Pas encore C'est à venir. Mais voilà, est-ce que vous avez des partitions qui sont sécurisées, où vous utilisez DCM. Oui. DCM, donc ça veut dire que vous faites du telnet-s, vous faites des connexions sécures, ce genre de choses. Vous passez en 7.6, il n'y a plus de connexion. Pourquoi ? Parce que la connexion, elle va passer par ce serveur de connexion. Tout passe par ce serveur de connexion. Et quand on passe en 7.6 alors qu'on est déjà en sécurisé, donc j'ai tous mes certificats sur mon telnet, mon FTP et autres, très bien, sauf que ce serveur-là, il n'a pas de certificat associé. Ça veut dire que lundi matin, les gens ils vont se connecter, ils ne pourront pas. Donc il va falloir aller dans le DCM, mettre le certificat sur ce serveur hôte, et à partir de là, vous pourrez vous connecter. Et ça, vous êtes obligé de le faire en amont, avant de donner la connexion aux utilisateurs. Ça, c'est à savoir. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas, ça. D'accord ?
Fonctionnalité d'audit améliorée, granularité des autorisations. Voilà, on est vraiment dans des nouveautés de la sécurité. Donc ça, c'est à prendre en compte. Nouveauté, autre évolution. On l'a déjà dit, chiffrement de l'ASP, option 45, exactement. Les users, en SST, vous avez QC-CoFR, QSRV. Attends, il y a une question, il faut que je me déplace. Ah, j'avais pas vu, pardon. Faut que je revienne en arrière. Sur le chiffrement de l'ASP, quand on sauvegarde avec BRMS, c'est aussi chiffré ou pas du tout? Il m'a embêté ce matin. J'étais obligé de faire un test pour voir effectivement si c'était chiffré ou pas. Vous savez, c'est pas chiffré. Ok. C'est en clair, vous avez une partition qui est chiffrée. J'ai fait une sauvegarde, j'ai fait un CVF que j'ai transmis sur une partition qui est non chiffrée. Impeccable. J'ai ouvert mon CVF, j'ai restauré mon CVF. En fait, ce qui est crypté, c'est les données qui sortent du disque, qui sont transportées sur la partition. C'est que ça. Mais si on veut envoyer un fichier à quelqu'un, il est non crypté. Option 44. Tu installes l'option 44 et là, tu mets le chiffrement sur ta partie backup. Et après, dans BRMS, tu actives... Ah, c'est une deuxième question. Voilà, l'option 44 pour BRMS, ouais. Sur la partie BRMS, donc on crypte. Et tout ce qui est gestion, alors on parlait de restaurer ces données de sa CF21 ou de ses sauvegardes BRMS. Si on fait de la restauration sur un autre système, il faut bien gérer toutes les problématiques de transfert de certificats et la clé de chiffrement et les garder, parce que si on veut restaurer des données qui sont antérieures au nouveau certificat, puisque les certificats périment, il faut aussi les garder et les intégrer. Ouais, ça, c'est un problème. Alors, souvent, on rigole avec les sauvegardes, backup, resto, ainsi de suite. Quand vous chiffrez des sauvegardes, il faut penser que quand vous les restaurez ailleurs, il faut la clé de chiffrement, du moins, de déchiffrage. Sinon, c'est moins drôle, ça marche moins bien. C'est ça. Donc, l'astuce, c'est aussi de mettre des serveurs de gestion de clés. Et comme disait Frédéric, c'est qu'il va falloir aussi gérer les certificats, parce que le certificat est périme. Donc, à un moment donné, si vous avez des vieux certificats, il va falloir quand même les stocker, parce que potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec des choses qui vont être périmées. Donc, là-dessus, au niveau chiffrement, alors par contre, le point positif, c'est sans impact de performance. Le chiffrement de l'ASP, donc Ludo l'a testé, ça n'a aucun impact sur l'aspect performance. Par contre, inversement, ceux qui ont testé les backups chiffrés, ils ont pleuré. Et oui, parce que le chiffrement des backups, et notamment avec BRMS, ça prend un temps. Généralement, les sauvegardes sont multipliées par 3 un minimum, voire plus des fois. Et à la restauration, c'est encore pire. Donc, faites attention si vous avez des politiques. Alors, par contre, si vous le faites avec des flash copies ou autres, vous en foutez un petit peu. Le temps de sauvegarde peut être un peu plus long, mais ça peut être aussi, notamment maintenant, il y a ceux qui vont être soumis à du DORA ou autre, ça peut être aussi des contraintes d'avoir tout ce qui doit passer à travers DORA doit être chiffré. Et donc, de se dire, je vais mettre ma politique de backup, ma backup stratégie en chiffrement. Et c'est là où l'avantage d'avoir des sauvegardes déportées, même si elles sont plus longues, au moins, j'ai sécurisé l'intégralité de mon système. Il faut y penser parce que le chiffrement sur le backup en lui-même, c'est hyper pénalisant. Et là, vous allez avoir une consommation UC complète. Alors, c'est bien, on va pouvoir faire de la perf. Exact. Mais c'est vraiment très, très, très impactant. Petit rappel, les profils 1.1.1, 2.2.2 n'existent pas. D'accord? Vous avez QC-CoFR et QSRV. Et il me semble bien de mémoire que le QSRV, il est disable de base. Donc on n'a que QC-CoFR. Donc, je suppose que vous avez tous créé un user autre que QC-CoFR sur le Start SST pour mettre de côté le QC-CoFR, pour éviter d'y toucher. Oui, non, non. Est-ce qu'il vaut mieux chiffrer ces sauvegardes sur VTL et après faire les copies sur les PTL, ou les chiffrer au moment de l'externalisation sur cassette? On peut répondre demain.
Si on parle sécurité, effectivement, il vaut mieux chiffrer avant d'envoyer. Parce que si c'est chiffré après, ça veut dire que sur le tuyau, quelqu'un pourrait récupérer. On est d'accord. Mais par contre, ça a un coût. Ça a un coût CPU. Ce qui est normal, puisqu'on va chiffrer. Et c'est logiciel, c'est pas hardware, c'est logiciel, puisque c'est l'option 44. Donc ça, on va bouffer un peu de CPU là-dessus. Mais au moins, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si c'est vraiment sécurisé, c'est une bonne pratique. Mais derrière, il faut savoir ce qu'il faut mettre comme environnement, CPU, mémoire et autres, pour chiffrer et qu'il n'y ait pas d'impact de performance. Mais par contre, on est sûr que c'est chiffré de bout en bout, en fait. Après, il y a un aspect qui n'est pas neutre non plus, c'est de se dire il y a deux astuces. Soit je chiffre par BRMS, ou soit je chiffre par mon lecteur de bande. C'était là la question de Rodolphe. C'est-à-dire que grosso modo, les VTL, quand vous avez des VTL, Data Domain ou Falcon Store, j'ai pas de religion là-dessus. En fait, il y a des fonctionnalités où on peut dire c'est le lecteur de bande qui va chiffrer directement quand il va générer la cartouche. Parce que là, quand c'est BRMS, évidemment, ça charge le CPU et c'est lui qui va chiffrer les blocs avant d'aller les poser sur le drive. D'accord ? C'est-à-dire que vous chiffrez. Mais le problème de ça, c'est que par contre, quand vous faites du chiffrement, il n'y a plus de compression. C'est ballot, ça, quand même. Eh oui, quand on fait du chiffrement, en fait, on occupe beaucoup plus les bandes que quand on fait de la sauvegarde standard. Donc, généralement, c'est quand même mieux d'utiliser les artifices de chiffrement des VTL. Et puis, c'est plus facile quand on a des VTL, vu qu'elles se répliquent l'une sur l'autre, de gérer les clés de chiffrement. Donc, moi, je suis plutôt dans la préco de dire pas impacter les performances à travers du BRMS, et plutôt de le faire directement sur les lecteurs de bande et les VTL. Et c'est plutôt mon avis personnel. Après, pour l'instant, là-dessus, Rochester n'a pas donné de guideline. Ils nous ont juste dit, attention, si vous chiffrez avec BRMS, ça prend beaucoup plus de temps et c'est très impactant. Et encore plus sur la restauration. Maintenant, ça va dépendre des politiques des DSI, de dire, est-ce que moi, je veux chiffrer directement avant que ça sorte parce que je considère que mon tuyau entre mon IBMI et ma bandothèque, je veux qu'il soit protégé, ou soit je fais confiance à ma bandothèque pour chiffrer la donnée. Voilà. Voilà. Petit rappel pour la sécurité QCQFR. La première chose à faire quand vous installez un IBMI, vous signez avec QCQFR soit. La première chose, c'est de dupliquer ce QCQFR. Vous avez votre user à vous et le QCQFR, vous le mettez de côté. Que ça soit un user OS, que ça soit un user SST. D'accord ? Ça, c'est vraiment du backup. D'accord ? C'est comme si c'était une recovery key. D'accord, du MFA. Des questions ? Des questions ? Non ? Oui, on est dans les temps, on a fait 0-0. C'est bon, parfait. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.